Nida Daf Kaftet, Amoud Aleph, la première ligne, Yatsa Mechutach Omesuras. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite à regarder la fin de la Mishnah relative à ce passage qui se trouve dans Daf Kafhet Amoud Aleph. Regardez la fin de la Mishnah. Yatsa Mechutach Omesuras. Mishe Yatsa Rubo Areu Keyalud. Yatsa Kedarko Ad Sheyetse Rov Rosho. Vezeu Rov Rosho. Mishe Yatsa Padahto. Alors, de quoi parle-t-on? On le sait qu'on est dans le sujet de la femme accouchée ou la femme qui a fait une fausse couche. Au niveau du statut de la mère, il n'y a pas de différence entre une fausse couche et un accouchement. Que l'enfant soit viable ou qu'il soit malheureusement mort, eh bien dans les deux cas de figure, la mère a le statut de femme yoledet, accouchée. Quel est le statut de la yoledet? Alors il y a une différence fondamentale entre celle qui a accouché d'un garçon ou d'une fille. Si elle a accouché d'un garçon, alors il y a 40 jours, et pour une fille, 80 jours. C'est-à-dire, dans ces 40 jours, il y a 7 jours d'impureté. Après la naissance, elle est impure pour son mari. Et après ces 7 jours, elle va au mikvé. Et même si elle continue de saigner, elle est considérée tehora, pure pour son mari. Elle peut avoir des relations avec son mari même si elle saigne. Ça c'est minatora. Entre parenthèses, les géonimes nous ont interdit cela. Les géonimes ont institué que tant que la femme saigne après l'accouchement, elle est interdite à son mari. Mais selon la Torah, ce n'est pas le din. Selon la Torah, elle peut aller au mikvé après 7 jours. Et désormais, même si elle saigne, pendant 33 jours, jusqu'au 40e jour, ce sang est considéré dam tahor, du sang pur. Mais après 40 jours, si elle saigne encore, ce sang est considéré nida. Par conséquent, elle est interdite à son mari. Qu'en est-il pour une fille? Tout est doublé. Alors au lieu de 7 jours d'impureté, c'est 14 jours durant lesquels elle est impure pour son mari. Et après ces 14 jours, elle a 66 jours de Dam Toha. Pendant ces 66 jours, même si elle saigne, elle est permise à son mari. Donc, 14 plus 66, 80. Dès le 81e jour, si elle saigne, elle est interdite à son mari. Dans les deux cas de figure, qu'elle ait accouché d'un garçon ou d'une fille, à l'issue de cette période de Dam Toha, c'est-à-dire 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille, le jour suivant, elle doit apporter au Beth Amikdash un korban. Korban yoledet, c'est un nid d'oiseau, soit de tourterelle, soit de colombe. L'une d'elles sera korban ola, l'une des colombes ou des tourterelles, et l'autre sera korban hatat, mangé par les kohanim. Il y a également une halakha qu'il faut rappeler, c'est que pendant toute cette période de 40 jours pour le garçon ou 80 jours pour la fille, elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Bien qu'elle ait, après 7 jours ou 14 jours, permise à son mari, on a dit que c'est du sang pur, ce n'est pas pour autant qu'elle a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Ce n'est pas pour autant qu'elle a le droit de manger des korbanot. Comme nous dit la Torah, Bechol kodesh lotiga ve'el amikdash lotavo ad melot yemetaho. Ce qui veut dire que, en effet, c'est une période très particulière. Elle est considérée pure pour son mari, impure pour le Beth Amikdash. Tout cela, c'est parce qu'elle a le statut de yoledet. Qu'en est-il pour une femme qui a fait une fausse couche, qui a avorté? Elle s'appelle aussi yoledet, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Mais quel est le traitement de notre Mishnah? C'est de savoir quel est le din si lorsqu'elle a fait une fausse couche,
le petit est sorti en morceaux. Ça veut dire que malheureusement, ils n'arrivaient pas à le faire sortir tel quel entier. Ils étaient obligés de le couper à l'intérieur du ventre de sa mère, à l'intérieur de la matrice. Ils coupent, ils font sortir des morceaux. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Alors, est-ce qu'elle a un statut de Yoledet quand il sort en petits morceaux? Réponse oui. Il est oui considéré Yoledet. Il n'y a pas de différence s'il sort entier ou il sort en morceaux. Mais la question est de savoir à partir de quand elle est considérée Yoledet par rapport à ce Nefel, par rapport à cette fausse couche. Alors on nous dit la chose suivante. Yatsa mehutach. Si il est sorti en morceaux, coupé en morceaux. Premièrement, au mesoras, ou à l'envers. C'est quoi mesoras? À l'envers. Ça veut dire quoi à l'envers? Normalement, un bébé, comment il sort? La tête devant, les pieds derrière. À l'envers, c'est quand il sort par les pieds. Accouchement par siège. Là, il est sorti par les pieds. Alors on te dit, Yatsa mehutach o mesoras misheyatsa rubo areu keyalud. Voici le chidouche, c'est de dire que la maman a un statut de Yoledet dès le moment où on a fait sortir la majorité du fœtus. Ce fœtus, on l'a coupé en morceaux. Eh bien, si on a coupé la majorité du corps, ça s'appelle qu'elle a accouché de la majorité du corps. Eh bien, c'est comme si elle accouchait le fœtus entièrement, comme si elle avait donc tout fait sortir. Elle a le statut de Yoledet dès ce moment-là. Imaginons par exemple qu'on a fait sortir la majorité du fœtus avant le coucher du soleil et le reste après le coucher du soleil. Quand on dit qu'il faut compter 40 jours ou 80 jours, à partir de quand? Le jour d'avant ou le jour d'après? Ça dépend de la majorité ou pas. Si la majorité est sortie avant le coucher du soleil, alors on compte depuis le jour d'avant. Si, par exemple, il n'y a que la moitié qui est sortie avant, la majorité est sortie qu'après le coucher du soleil, alors c'est le jour d'après. Non, jusqu'au nombril. Moitié, c'est pas le rov. Il faut une majorité. Rubo kekulo. Ahare rabim leatot. On va d'après le rov, la majorité. Donc il fallait que la majorité soit sortie. C'est là qu'elle s'appelle Yoledet. Areuke Yalud. C'est quoi Yalud? Yeled, Yalud. Il est déjà né. Donc la mère, elle est Yoledet. Même si on ne l'a pas fait sortir en morceaux, il n'est pas Mehutach, il est juste Mesoras. Il est juste à l'envers. Au lieu d'avoir la tête devant, on l'a fait sortir à ce fœtus les pieds d'abord. Qu'en est-il? Eh bien, les pieds sont sortis d'abord, ça ne s'appelle pas encore Yoledet. Jusqu'à quand? On tire, on tire, on tire, on tire, jusqu'après le nombril. Ah, ça y est, là la majorité du corps est sortie. Le rov est sorti, Areu Keyalud. Par contre, s'il est sorti normalement, c'est-à-dire cet avorton est sorti la tête devant, nous dit la Mishnah, Yatsa Kedarko, s'il est sorti normalement, Ad Sheyetse Rov Rocho, Ve'ezeu Rov Rocho, Misheyetse Padarto. À partir du moment où le rov de la tête est sorti, c'est comme si toute la tête est sortie. Et la tête équivaut tout le corps. Alors qu'est-ce que c'est que la tête? Nous dit la Mishnah, c'est quoi, pardon? Le rov de la tête. On n'a pas besoin que ce soit toute la tête jusqu'au cou. Il est suffisant que le metzah, que le front sorte. Mishiyetse padahto. Le front est considéré comme la majorité de la tête. Et maintenant, je vous invite à regarder la Gemara
Kaftet Amoud Aleph, qui est relative à ce passage qu'on vient d'étudier. La Gemara va nous citer une mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan à propos de Yatsa Mechutach, d'un fœtus qui est sorti en morceaux. Lisons. Amar Rabbi Elazar afilu harosh immahen, ve Rabbi Yochanan amar lo shanu ela she'en harosh immahen, aval harosh immahen harosh poter. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din s'il y avait deux jumeaux? Il y en a un qui est sorti le premier, il est Bechor. Quel est le din si ça s'est passé comme avec Zerah? Zerah et Peretz, deux jumeaux qui étaient dans le ventre de Tamar. Zerah avait sorti sa main, la sage-femme lui a mis un fil rouge. Ensuite, il a ramené sa main vers lui, parce que Peretz l'a tiré, et Peretz est sorti le premier. C'est pour ça qu'elle a appelé Peretz, celui qui force les portes. Poretz, Meler Poretz Geder. Et c'est de là que Peretz sortira David Ameler. Le Mashiach. L'aîné, c'était Peretz, puisque le premier n'a fait sortir qu'une main. Ma paratzta alecha Paretz. Ishparti. Ben Ishparti. Yamin usmol tifrotzi. Ve'et Hashem ta'aritzi. Al yad ish ben parti. Venismecha ben agila. Quand viendra le Mashiach, qui s'appelle Ish ben parti, fils de Peretz. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Ma paratzta alecha Paretz, lui a dit la sage-femme. Qu'est-ce qui t'arrive de forcer la porte comme ça? Et le roi, Melech, Poretz, Geder, Anseloderech. Quand il arrive, le roi, il n'a pas besoin de faire le détour. Il y a devant lui une barrière, il force la barrière et il avance. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Deux frères jumeaux. Si le premier est sorti, bien c'est lui le Bechor. Mais si le premier a fait sortir juste une main et l'autre l'a tiré et il est sorti le premier, c'est qui le Bechor? Ouais. Très bien. Maintenant, imaginons deux jumeaux. Un fœtus est mort et l'autre est vivant. Si le fœtus mort est sorti, lui, le premier, c'est lui il est sorti entièrement, le premier. Le deuxième, il est Bechor ou pas? Non. Pourquoi? Qui est-ce qui a été poter Rechem? Qui est-ce qui a ouvert la matrice? C'est le premier, qui est l'avorton. Alors maintenant, quel est le din si l'avorton, on l'a coupé en morceaux? On a coupé en morceaux, on a fait sortir d'abord l'avorton, on a coupé 2 pieds, par exemple. Âme sensible, s'abstenir. D'accord? Mais on n'a pas coupé la majorité. On n'a pas coupé la majorité. On a fait sortir qu'une petite partie. Ensuite, on a fait sortir le gant. Le grand. On a fait sortir le vivant. Ensuite, on a fait sortir le vivant. Alors, du fœtus, on a fait sortir juste un pied, celui qui est mort, l'avorton. Et ensuite, on a fait sortir le vivant entièrement. Est-ce que le vivant s'appelle Bechor? Oui. Pourquoi? Parce que le premier ne s'appelle pas né. Le premier n'est pas né. Pourquoi il ne s'appelle pas Yaloud? Pourquoi le premier ne s'appelle pas Yaloud? Parce qu'il y a juste une minorité, il n'y a pas une majorité. On a déjà dit que pour que le fœtus, l'avorton, soit considéré comme Yaloud, il faut soit la tête, soit la majorité du corps. Soit la tête, soit la majorité du corps. Mais ni l'un ni l'autre, donc il ne s'appelle pas Yaloud. C'est qui le Yaloud alors? C'est le vivant. Le vivant, il est Bechor. Alors, le vivant, le grand. Le pied qui est sorti. Non, car le pied, c'est une minorité. Puisque c'est une minorité, bien qu'il a ouvert la matrice, mais ça ne s'appelle pas naître.
Parce qu'il faut pas seulement ouvrir la matrice, il faut naître. Il faut qu'il y ait eu un bébé qui soit né. Si la matrice, elle est sortie, on l'a ouverte avec un morceau de fer, ça ne s'appelle pas ouverture de matrice. Il faut qu'il y ait une naissance. Poter Rechem. Comment ça s'appelle? Peter Rechem. Celui qui ouvre la matrice. Alors maintenant, si tu me dis que le bébé, le fœtus mort, que tu fais sortir en morceaux, tant que tu n'as pas fait sortir la majorité, eh bien, c'est considéré comme loyaloud. Donc si le jumeau vivant entier est sorti, c'est lui le Bechor. Très bien. Et il peut sortir le deuxième s'il n'a pas enlevé la totalité du premier? Oui. C'est comme Zerah et Peret. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Tamar, pour pas que vous soyez étonnés. Il peut y avoir un début de l'un sans le terminer, et on peut s'occuper de l'autre après. Exactement comme Peret et Zerah. C'est ce qui s'est passé. Il y a une main du premier qui est sortie, on lui a mis un fil rouge, et puis après la main rentre à l'intérieur, il y en a un autre qui sort. C'est bon? Choqué mais pas étonné. La Gemara nous cite une marloquette à propos du dîme de la Mishnah entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Lazar, lorsque la Mishnah nous a dit que si on avait coupé l'avorton qui était mort, n'est-ce pas? Eh bien, Yatsa Mechutar, quand est-ce qu'on considère que la mère, elle est Yoledet? Quand est-ce qu'on considère que le fœtus est déjà sorti, il est Yaloud? Que si on a fait sortir la majorité des morceaux du corps. Rabbi Lazar dit, même si parmi les morceaux il y avait la tête, on ne considère pas cette tête comme étant une, comment on appelle ça? Une majorité. Tandis que Rabbi Hanan dit, attention, quand est-ce que la Mishnah exigeait que la majorité de l'avorton soit sortie? Quand on a coupé des morceaux, il faut que la majorité du corps soit sortie. Quand est-ce qu'on exige la majorité? C'est seulement im en arosh imael. S'il n'y avait pas la tête parmi les morceaux. Mais s'il y avait la tête, même si la tête toute seule elle est sortie, gamarnou, areuk et yaloud, comme on a dit dans la Mishnah, que la tête est considérée comme la majorité du corps. Donc il n'y a pas de différence s'il est nefel ou pas nefel. Il n'y a pas de différence s'il est vivant et que la tête est sortie la première, il est considéré comme déjà né, ou qu'il est mort, cet avorton, et qu'on a sorti que la tête toute seule en morceaux. Pareil, on a sorti la tête est considérée comme la majorité du corps. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Donc ils sont en discussion par rapport à la Mishnah. Est-ce que quand la Mishnah a dit Yatsa Mechutar, on l'a sorti en morceaux, Hachi et Tserubo, c'est si la tête n'était pas avec eux. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Lazar dit, même s'il y avait la tête avec ces morceaux, il faut le robe du corps. Et la Gemara a proposé la Gemara propose de dire que la mahloquette entre eux, c'est exactement un débat par rapport à Hidouche de Shmuel. Shmuel a dit que l'imam de Shmuel kamefalge. De Amar Shmuel en arosh poter banefalim. Qu'est-ce que ça veut dire l'imam de Shmuel kamefalge? N'est-ce pas qu'il discute par rapport au Hidouche de Shmuel? Shmuel a dit en arosh poter banefalim. Shmuel dit que quand est-ce que la tête est considérée comme importante? Que si on parle d'un enfant vivant, un fœtus vivant qui sort normalement. Là tu dis, s'il est sorti la tête devant, dès que la tête est sortie, gamarnou, il est considéré comme déjà né. Mais dans le cas d'un avorton, il est mort, même entier, il est mort, il est sorti, la tête devant, c'est pas considéré comme une naissance tant que la majorité du corps n'est pas sortie. Donc Shmuel le dit clairement que la tête d'un Nefel n'est pas considérée comme importante. Donc a priori, il en ressort que Rabbi Lazar pense comme Shmuel et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shmuel, puisque Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y a pas de différence au niveau des morceaux Hatouchim, même si on a coupé la tête d'abord et qu'on a fait sortir, eh bien, c'est considéré comme Yoledet, comme Yaloud. Donc a priori Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shmuel, et Rabbi Lazar est d'accord avec Shmuel. La Gemara nous dit que non.
elle réfute, elle dit, la discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan n'a rien à voir avec Shmuel. Pourquoi? Béchalem découlé alma la péligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Car le cas de Shmuel, c'est quoi? Ça parlait d'un avorton qui était entier. Et là, malgré tout, qu'est-ce que disait Shmuel? Que la tête, bien qu'il était entier, la tête n'est pas considérée comme majoritaire. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Quand est-ce que la Mishnah a dit que la tête est considérée comme majoritaire? C'est seulement si c'est un bébé vivant. Mais si c'est un fœtus mort, la tête n'a pas d'importance. Elle n'est pas considérée comme la majorité du corps. Il se peut que aussi bien Rabbi Elazar comme Rabbi Yochanan s'opposent à Shmuel. Même Rabbi Elazar dirait que la tête est considérée comme majoritaire, même si l'avorton est déjà mort. Même si le fœtus est mort, c'est un avorton. Puisque c'est un corps entier, alors la tête est importante. Quand est-ce que Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, quand est-ce que Rabbi Elazar, pardon, excusez-moi, Shmuel dit que la tête n'est pas importante, n'est-ce pas, pour un Nefel. Il y a reliot que Rabbi Elazar serait d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que la tête est considérée majoritaire. Même si le Nefel, même si le fœtus est mort. Mais c'est parce qu'il est entier. Il n'est pas Mechoutar. Quand est-ce que Rabbi Elazar a dit que la tête n'a pas d'importance? C'est quand la tête est coupée. Premièrement, il est mort. Deuxièmement, tête coupée. C'est là que la tête n'a pas d'importance. Parce qu'elle est détachée du corps, elle n'a plus d'importance. On ne parle pas d'un chalem. Mais s'il était chalem, fort possible que Rabbi Elazar soit d'accord avec Rabbi Yochanan pour considérer la tête comme majoritaire. Et ils ne sont pas d'accord avec Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Shmuel a dit que même entier, la tête ne sert à rien. Shmuel a dit que même Shalem, la tête n'a pas d'importance. Hamapelet, en arosh poter banefalim. En arosh poter banefalim. Qu'est-ce que ça veut dire en arosh poter banefalim? Traduction. La tête n'est pas considérée poter rehem si c'est un nefel. Quand est-ce que la tête est considérée poter rehem? Que si c'est un vivant. Pour Shmuel, la Mishnah, quand elle a dit que la tête est importante, elle est considérée comme la majorité du corps que s'il est vivant. S'il est mort, la tête n'a pas d'importance. Est-ce que Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, c'est ça leur discussion? Leur discussion, c'est que un il dit je suis d'accord avec Shmuel, l'autre il dit je suis pas d'accord avec Shmuel. C'était comme ça qu'on a cru au début. Après la Gemara a réfuté en disant pas du tout. On peut dire qu'aucun des deux n'est d'accord avec Shmuel. Car lorsqu'il est Shalem, peut-être que même Rabbi Elazar est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que la tête est considérée majoritaire. Car le corps est entier. Quand est-ce que Rabbi Elazar a dit que la tête n'a plus d'importance, elle n'est plus considérée comme majoritaire que s'il était en morceaux? Et Rabbi Yochanan dit même en morceaux, la tête est considérée importante et majoritaire. Donc, on a ici trois chitotes. Shmuel, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Shmuel nous dit la tête n'a de l'importance, comme l'a dit la Mishnah, pour être considérée majoritaire, que s'il s'agit d'un vivant, un fœtus vivant. Mais s'il est mort, même si tu l'as sorti entièrement, c'est-à-dire que tu l'as sorti normalement, mais tu as sorti que la tête, il n'est pas considéré comme Yaloud. Harosh et Nopoter. Et si par exemple, après que la tête est sortie, le fœtus mort est rentré à nouveau à l'intérieur, et c'est le vivant qui est sorti, le vivant qu'est-ce qu'il est? Bechor, bravo! En Harosh Poter Banefalim. Le Nefel qui a sorti sa tête, c'est zéro. C'est pas considéré comme Peter et pour Shmuel. Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan vont dire, pas du tout. Les deux s'opposent. Ils disent, mais bien sûr que la tête est importante. Elle est considérée comme l'Eda, puisque c'était un corps entier. Bien qu'il était mort, bien qu'il soit mort, mais étant donné qu'il est entier, eh bien la tête a son importance. Même s'il est mort.
La tête est sortie, ensuite il est rentré, et le jumeau est sorti. Après la tête, le jumeau n'est pas Bechor. Pourquoi il n'est pas Bechor? Car la tête du mort est sortie la première, c'était lui qui était Potereh. Et la tête est considérée comme majoritaire. Il est entier. Parce qu'il est entier. Oui, mais entier, qu'est-ce que ça change? Il est entier, la tête, on voit la tête. Entier, mais il est mort. Oui, mais même mort. Alors c'est ça le marloquet. Shmuel dit que un mort n'a aucune importance. Un mort, c'est un schnitzel. Ça veut dire que, quelle différence entre la tête et les pieds d'un mort? Mais il est mort. La tête, elle a de l'importance parce que la tête, elle est pensante. Mais il est mort. Pour Shmuel, la tête n'a aucune espèce d'importance. Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan disent non. Même s'il est mort, s'il est entier, la tête par rapport au corps est considérée comme majoritaire. Quand est-ce qu'ils sont en mahloket, Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan? L'un n'est pas d'accord avec l'autre, c'est quand il sort en morceaux. Pour Rabbi Yochanan, même si on coupe la tête de cet avorton et qu'elle l'a sorti, c'est considéré comme Yaloud. Mais Rabbi Elazar dit non. Rabbi Elazar dit, si tu as coupé la tête, alors là, je suis d'accord avec Shmuel pour dire, la tête n'a plus d'importance. La tête, elle a de l'importance parce que c'est ce qu'on appelle une importance relative. Par rapport au corps, alors elle est considérée comme la majorité du corps. Quand elle est reliée au corps. Mais la tête toute seule, tu la coupes, alors ça s'appelle pas Peterehem. Ça veut dire que tu as coupé la tête à l'intérieur et tu l'as sortie. C'est pas que la tête elle est sortie, tu l'as coupée. Parce que si elle est sortie, Gamarnu, tu l'as coupée à l'intérieur et tu as sorti que la tête. Pour Shmuel, la mort, c'est rien du tout. Ici, pour Shmuel, la mort, c'est rien du tout. Il a sorti sa tête, il était vivant. C'est rien du tout dans le sens où la tête n'est pas considérée comme majoritaire. Mais si on sort la majorité du mort, c'est considéré. Il a rentré sa tête, il a sorti sa tête vivant, il a rentré sa tête, il est mort, et après, le deuxième est ressorti. Il meurt parce qu'il rentre. Oui. Nachon, il sait que si au moment où il a sorti, il était vivant, donc ça y est. Et il re-rentre. Ouais. Mais il a déjà ouvert, puisqu'il était vivant. Il a ouvert vivant, il est Bechor. Bechor mort. Oui, mais s'il ressort après mort. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais le problème, vous avez vous-même dit que quand il a sorti sa tête, il était vivant. Donc alors, ça il y est, était Bechor. il y a Loud. Donc l'autre n'est pas Bechor. Deuxième version, Ika de matnele hashmata be'apen nafsha. Il y a ceux qui ont une version différente, à savoir que la mahloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan n'était pas relative à la Mishnah. Ils ne sont pas venus interpréter la Mishnah, ils sont dans une mahloket neutre, qui n'a rien à voir avec la Mishnah elle-même. Ika de matnele hashmata be'apen nafsha. Amar Rabbi Elazar, en harosh kerov evarim, ve Rabbi Yochanan amar, harosh kerov evarim, ve kamefalge bedishmoel. Selon la deuxième version, la mahloket entre eux, elle est toute simple. C'est le débat de Shmuel. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shmuel, et Rabbi Elazar est d'accord avec Shmuel. Ça veut dire qu'eux n'ont pas parlé d'un fœtus coupé en morceaux. Pas du tout. Quand tu dis que leur discussion est relative à la Mishnah, alors la Mishnah a parlé de Mehutach, d'un avorton qui a été sorti du ventre de sa mère en morceaux. Donc eux, quand ils discutent, ils parlent de ça. Est-ce que parmi ces morceaux, il y a la tête ou il n'y a pas la tête? Mais si tu dis que leur mahloket n'a rien à voir avec la Mishnah, donc ils ne parlent pas de morceaux. La mahloket, elle est, est-ce que le roche, il est considéré comme Rov Evarim Ban Nefel, ou est-ce que le roche n'est pas considéré comme Rov Evarim Ban Nefel? Donc ils n'ont pas parlé du tout de Mehutach. Tu ne vois pas dans leur discussion le mot Mehutach. Donc si on ne parle pas de Mehutach, alors c'est quoi le débat? Le débat, forcément, est basé sur le Hidouj de Shmuel. Rabbi Elazar est d'accord avec Shmuel, Rabbi Yochanan s'oppose à Shmuel. Que dit Shmuel? Shmuel nous dit En harosh poter banefalim.
un Nefel qui a fait sortir sa tête. Et ensuite, il est rentré à nouveau à l'intérieur du ventre de la mère. Ensuite est sorti le frère jumeau vivant. Donc, l'avorton avait fait sortir sa tête. Ensuite, sa tête est rentrée à l'intérieur. Et le frère jumeau est sorti. Est-ce que le frère jumeau est Bechor ou il n'est pas Bechor? Normalement, si les deux étaient vivants, le premier a fait sortir sa tête, et bien Gamarno, c'est lui le Bechor. Pourquoi? Car la tête est considérée comme la majorité du corps. Et la majorité du corps est considérée comme étant une naissance, Hareu Keyalud, eh bien, Yatzar Rosho, Hareu Keyalud. Mais Shmuel dit c'est seulement s'il est vivant. La Mishnah, elle parle d'un vivant. C'est là qu'elle dit que la tête, Hareu Keyalud. Mais s'il est mort, selon Shmuel, la tête n'a aucune espèce d'importance. N'importe quelle partie du corps. Exactement. Alors maintenant, quand Rabbi El-Hazar dit Amar Rabbi El-Hazar, En Arosh Kerov Evarim, la tête n'est pas considérée comme la majorité du corps, c'est qu'il pense comme Shmuel. En Arosh Poter Banefalim. Et Rabbi Yochanan, quand il a dit Harosh Kerov Evarim, la tête d'un avorton, c'est comme la majorité du corps, alors de quoi il parle? Il parle d'un corps entier. Et tout de même, il parle d'un corps entier qui est mort. Et tout de même, la tête est importante, donc il s'oppose à Shmuel, qui lui distingue entre un fœtus vivant et un fœtus mort. Rabbi Yochanan ne distingue pas entre un mort et un vivant, il dit la tête a toujours son importance. Et eux, donc ils ont parlé d'un corps entier, ils n'ont pas parlé d'un corps en morceaux. Donc vous avez compris la différence entre la première version et la deuxième version. La première version, c'est que leur débat se réfère à la Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un avorton qui est sorti en morceaux. Est-ce que la tête coupée de l'avorton mort, est-ce que c'est considéré comme un yaloud ou pas? C'est ça la discussion. Selon la deuxième version, on ne parle pas de ça. Eux, ils parlent d'un corps entier qui est mort. Et la tête est sortie la première. Selon Rabbi Yochanan, c'est considéré yaloud. Selon Rabbi El-Hazar, n'est pas considéré yaloud. Et la conséquence, par rapport au Bechor, c'est que si le frère jumeau est sorti après, est-ce qu'il est Bechor ou pas? La halakha est comme Rabbi Yochanan, que la tête est considérée comme Rov Evarim. Rabbi Yochanan amar Harosh Kerov Evarim. Machloket entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Yochanan, halakha Rabbi Yochanan. Très bien. Tenan. La Gemara pose une question sur Rabbi Yochanan. Comment tu peux dire une chose pareille, que la tête n'a pas d'importance, même si le corps est entier? Pardon, que la tête est importante, même si c'est un mort. Rabbi Yochanan, comment tu peux dire que la tête est considérée comme majoritaire, même s'il s'agit d'un mort, d'un Nefel? Pourtant, il est écrit dans la Mishnah. Yatsa mechutach omesuraz, mishe yatsa rubo, hareu keyalud, mideka amar omesuraz, miklal de mechutach, ketikuno, veka amar mishe yatsa rubo, hareu keyalud, kashia le Rabbi Yochanan. La Gemara maintenant pose une question sur Rabbi Yochanan par rapport à la première version, pas par rapport à la deuxième version. La Mishnah nous dit, si le fœtus mort est sorti en morceaux ou les pieds devant au lieu de la tête devant, dès que la majorité est sortie, il est considéré comme yaloud. Hein? S'il est en morceaux, Mais Soura, c'est les pieds devant. Car normalement, un bébé, il naît la tête devant. Donc ici, la Mishnah nous dit Yatsa mechutar o mesuras. Il est sorti soit en morceaux, soit à l'envers, les pieds devant. Quel est le din? Dans ce cas-là, si le rov est sorti, il est considéré yaloud. La Gemara déduit
du fait qu'on ait écrit O Mehutar ou O Mesuras, c'est ou l'un ou l'autre. Donc lorsqu'on a dit Mehutar, comment il est sorti? Normalement. Mesuras à l'envers. Mehutar coupé en morceaux, mais normalement, pas à l'envers. Donc si c'est pas à l'envers, c'est la tête devant. Si c'est la tête devant et on a coupé. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on a dit? Imyatsa Rubo. Ça veut dire qu'il faut le rov du corps, bien que la tête fait partie de ces membres qui sont sortis. Tu vois donc que la tête n'est pas considérée comme majoritaire. Si tu vois que dans la Mishnah, on nous dit qu'il faut attendre la sortie de la majorité du corps. Dans quel cas? Les deux. Soit Mesuras, c'est-à-dire les pieds sont sortis devant. C'est le contraire de l'habitude. D'habitude, c'est la tête. Soit Mehutar, soit en morceaux. Quand tu dis ça, ou ça, ou ça, ça veut dire qu'en morceaux, on ne parle pas d'à l'envers. Quand il est sorti en morceaux, il est sorti à l'endroit. Ou vivant à l'envers. N'est-ce pas? Mehutar ou Mesuras. Ou bien même pas vivant. Comment on appelle ça? Un Néphel qui est sorti à l'envers, les pieds sont sortis dedans. Sont sortis devant. Alors à Botaï, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si tu me dis que la tête est sortie devant et qu'il a coupé, Madin, il faut que le rov soit sorti. C'est contraire à Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan a dit que la tête, elle conserve toujours son importance. Même si l'avorton est mort, et même si on l'a coupé, eh bien, la tête est toujours importante et considérée majoritaire. C'est faux. La Mishnah te dit clairement, Yatsa Mehutar. Ce Mehutar là, comment il était? À l'endroit ou à l'envers? C'est-à-dire tête devant ou tête ou pied devant? Tête devant. Puisqu'on t'a dit O Mesuras, ou bien à l'envers. Quand on t'a dit ou bien à l'envers, c'est que quand on a parlé de Mehutar, c'était à l'endroit. Ça veut dire quoi à l'endroit? Tête devant. Et il a coupé la tête. Et malgré tout, qu'est-ce que tu dis? Il faut attendre que sorte la majorité. Sous-entendu que la tête n'est pas considérée majoritaire, puisque la Mishnah elle-même a dit qu'il faut attendre que la majorité du corps soit sortie pour considérer Yalud. Kushia nucléaire contre Rabbi Yochanan. Amar lecha Rabbi Yochanan va te répondre Ima yatsa mehutar ou mesuras. Rabbi Yochanan dit quelque chose d'incroyable. Il dit voilà comment il faut lire la Mishnah. Au lieu de O, lit ou. Ça veut dire avec un vav à hibour. Mehutar ou mesuras. La Mishnah elle parle d'un cas où le fœtus, d'abord il était à l'envers, il était mesuras, c'est-à-dire les pieds devant au lieu d'avoir la tête devant, et coupé en morceaux. C'est là que j'ai besoin de la majorité. Mais ça veut dire que le V, quand je dis ou, comment on dit? Mehutar ou mesuras. Plus, bravo! Comme si c'était écrit Mehutar ve mesuras. N'est-ce pas? Ça plus ça. Il est à l'envers et il est coupé. Alors là, tu as besoin de la majorité. Mais s'il était à l'endroit, même s'il est coupé, étant donné que la tête elle est sortie la première, c'est considéré majorité. Areuke Yalod. Car la tête est considérée comme la majorité du corps. Il a bien répondu, Rabbi Yochanan. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Veha o katane. Si c'était écrit avec le vav à hibour, tu as raison, mais c'est écrit o. Comment tu fais pour faire disparaître le o? On parle bien de deux cas de figure. Soit il est sorti à l'endroit en morceaux, soit il est sorti à l'envers entier. Alors tu me dis la majorité du corps, là tu me dis il faut attendre dans les deux cas, majorité du corps. Alors tu vois que même si la tête elle est sortie devant, mais si c'est Mehutar, il faut attendre la majorité. Toi tu as dit que non, la tête elle a toujours son importance, même si elle est sortie coupée, elle a son importance, elle est considérée comme majoritaire. Hachika Ama, il va tirer son épingle du jeu
c'est un peu tiré par les cheveux. Achika Amar, regardez comment il va expliquer la Mishnah. Yatsa mechutach o shalem, veze mesoras, misheyatsa rubo hareu keyalud. Il rajoute une parenthèse après le mot o. Il dit comme ça. Yatsa mechutach o, faut pas dire o mesoras, faut dire comme ça. Yatsa mechutach o, 3 points de suspension, mesoras, hareuke, hachetzerubo. C'est quoi? Il dit comme ça. Yatsa mechutach o shalem. Qu'il soit sorti en morceaux, cet avorton, ou qu'il soit sorti entier, cet avorton, si c'était mesoras, s'il est sorti à l'envers, c'est-à-dire les pieds devant au lieu de la tête devant, alors dès que la majorité est sortie, hareu keyalud. Mais dans les deux cas, qu'il soit shalem ou mechutar, il était mesoras. Les pieds étaient devant et pas la tête devant. Car si la tête était devant, on n'a pas besoin du rov. On n'a pas besoin de la majorité du corps. La tête toute seule est considérée comme majorité. Et par conséquent, il est considéré comme Yaloud, même avec la tête toute seule. Donc voilà comment il a réussi à tirer son épingle du jeu. Et la Gemara maintenant nous dit que cette marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan, à savoir est-ce que la tête est considérée comme majoritaire même pour un mort qui est coupé, eh bien en effet, c'est une mahloket Tanaïm déjà. Cette mahloket a déjà eu lieu dans une génération antérieure à Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, qui eux sont des Amoraïm. On va trouver une braïta qui va nous citer des Tanaïm. Amarav Papa qui est Tanaé. Écoutez la braïta. Yatsa mechutach mesuras, misheyatsa rubo, hareu keyalud. Rabbi Yossi Omer, Mishiyatsa ketikno. Maïka Amar, Amarav Papa, Harika Amar. Yatsa mechutach mesoras, Mishiyatsa rubo, hareu keyalud. Haketikuno, arosh poter. Rabbi Yossi Omer, Mishiyatsa rubo ketikuno. Alors en effet, la Gemara veut dire que a priori, la mahloket entre Rabbi Yossi et Tanakama, c'est exactement la mahloket entre Rabbi Eliezer, entre Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan. La Gemara nous cite une réfutation de Rab Zevid. Matkif la Rab Zevid, miklal debim soras, rubo nami lo poter, hakaimalan de rubo kichullo. Ça veut dire que d'après toi, d'après ce que tu as compris de cette braïta, si le fœtus est sorti à l'envers, même s'il est sorti majoritairement, il ne sera pas considéré comme Yaloud. C'est pas possible. C'est une halakha dans toute la Torah que Rubo Kekulo. La majorité, c'est comme la totalité. Et là, Rav Zevid nous dit que la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est la suivante. Yatsa mechutach ou mesoras, s'il est sorti en morceaux et à l'envers, Mishiatsa Rubo hareu keyalud. Dès que la majorité est sortie, hareu keyalud, haketikuno arosh poter. Mais s'il est sorti la tête devant, eh bien le roche il est poter. Rabbi Yossi Omer, Mishiatsa ketikuno lechaim. C'est-à-dire que si le nefel il est sorti entièrement, c'est là que la tête a son importance, mais s'il est sorti en morceaux, il n'est pas considéré, la tête n'est pas considérée comme majoritaire. Et la Gemara, c'est une braïta pour soutenir cette explication de Rav Zevid. Tanya nameachi, yatsa mechutach umesoras, mishiatsa rubo hareu keyalud, haketikuno arosh poter, Rabbi Yossi Omer, mishiatsa ketikuno lechaim. C'est-à-dire que si il est sorti entier comme les bébés vivants dont la tête sort la première. Et la braïta continue. Ve'ezeu ketikuno lechaim. Qu'est-ce qu'on appelle un bébé qui sort normalement lorsqu'il est viable? Mishiatsa rov rosho. Dès que le rov de la tête est sorti. Ve'ezeu rov rosho. Qu'est-ce qu'on appelle la majorité de la tête? Rabbi Yossi Omer mishiatsu tzedarav. Rabbi Yossi dit que c'est à partir du moment où on voit les tempes. Tzedarav, on voit les tempes qui sont
des deux côtés du front. Abba Hanan Mishum Rabbi Yoshua Omer Mishi et Sepadarto. Abba Hanan dit qu'à partir du moment où on voit le front, ça s'appelle déjà une comment il s'appelle, majorité. Veyesh Omri Mishi Yera'u Karne Roshu. Et il y a ceux qui disent que il faut voir les cornes de la tête. C'est quoi les cornes de la tête? C'est les os qu'il y a derrière la tête, en haut du crâne, dans la boîte crânienne. Si vous touchez ici sur le côté, vous allez sentir que dans la boîte crânienne, il y a en haut de la nuque, comme deux extrémités. Ces deux extrémités, ça s'appelle les cornes de la tête, carne rocho. Donc il faut vraiment voir tout ça pour considérer que le bébé est sorti. Donc on répète, 3 chitotes, qu'est-ce qu'on appelle le rof de la tête? Soit carne rocho, soit le front, soit les tempes. Et maintenant parlons d'autre chose. Mishnah nouvelle. Amapelet ve'en yadua mahu. Teshev la zachar ve'la nekeva. Une femme enceinte qui marchait sur le pont d'Avignon, et elle a perdu à ce moment-là, elle a fait une fausse couche, et elle a perdu son bébé. Mais il y avait une pochette qui est sortie, et elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, un garçon ou une fille. Alors elle aura le statut du garçon, donc 40 jours, ou le statut d'une fille, 80 jours. Mais pour une fille, il y a 14 jours de Tum'a, 14 jours d'impureté. Pour un garçon, 7 jours de Tum'a. Alors qu'est-ce qu'elle est, elle? Elle est Tméa comme un garçon, 7 jours. Et 33 jours de Tahara, de Dam Tohar, ou le contraire, le double. C'est-à-dire 14 jours d'impureté et le double de Dam Tohar. C'est 14 pour 26. Aujourd'hui, vous connaissez tout. Hamapelet ve'en yadua mahu teshev la zachar ve'la nekeva. Donc une femme qui a fait une fausse couche, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette pochette, alors elle doit quoi? C'est pas identifié. Elle doit, c'est-à-dire elle a vu le bébé tomber, mais elle ne sait pas si ce bébé c'était un garçon ou une fille. Qu'est-ce qu'on dit? 14-26. Maximum de Tum'a et minimum de Tahara. On fait la Humra des deux côtés. 14 jours d'impureté, et si elle saigne, elle n'a que 26 jours durant lesquels on la considère Tehora. En Yadoua Imvalad Imlaav. Maintenant, si on voit qu'elle a fait tomber une pochette, mais peut-être que c'était un œuf clair, peut-être que c'était ni un garçon ni une fille, il n'y avait rien, il n'y avait que du vent. Ouah! Alors, elle n'a pas le statut du tout de Yoledet. Est-ce qu'après une semaine ou après 2 semaines, le sang qu'elle a, c'est du sang tahor ou du sang tamé? Tamé. Parce que si c'était pas un bébé, dans cette pochette il y avait un œuf clair, c'est-à-dire il n'y avait que du vent, il n'y avait ni garçon ni fille, alors c'est pas considéré comme une Yoledet, c'est pas une femme accouchée. Et donc elle n'a pas du tout la jouissance des 33 jours de Dam Tohar comme un garçon ou 66 jours de Dam Tohar comme une fille. Elle n'est pas permise à son mari, elle saigne, elle est Nida. Alors maintenant, peut-être qu'elle est Nida, peut-être qu'elle est Yoledet, peut-être qu'elle est Yoledet Zachar, peut-être qu'elle est Yoledet Nekeva. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Regardez-moi ça. Teshev la Zachar vela Nekeva vela Nida. Ça veut dire qu'elle a 0 jour de Dam Tohar. Elle a Dam Nida. Elle est considérée, le sang qui saigne, comme une Nida. Mais en plus, il faut qu'elle reste 14 jours interdite à son mari. Une Nida, c'est 7 jours. Elle, c'est 14 jours. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait dans cette poche, il y avait une fille. Alors maintenant, Teshev la Zachar vela Nekeva vela Nida. Donc il faut qu'elle soit tméa à son mari 14 jours. Et si elle continue de saigner après ces 14 jours, elle est Nida. Donc elle ne bénéficie de rien. Est-ce qu'elle doit apporter un korban? Après 80 jours, le 81e jour, elle apporte un korban, 2 tourterelles. L'un va dire quoi? Si je suis chayav de Rola, voici Rola. Si dans la pochette il y avait un bébé, et je dois apporter un korban, le voici. Et s'il n'y avait que de l'air, alors ce korban Rola, c'est Rolat Nedava.
Hatat, le Kohen il va faire le korban Hatat. Mais comment on fait la volaille Hatat dans le Beth Amikdash? Melika. Le Kohen il enfonce l'ongle dans la nuque. Quel est le din maintenant par rapport à cette volaille? Le Kohen il peut manger ou pas? Il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que c'est misafek. Puisque c'est misafek, Ma'adin. Alors, exactement, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger. Alors maintenant, regardez ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on va faire ça en 1 minute. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Avra Nahar ve'ipila, Mevia Korban vene Echal. Halech harov nashim, verov nashim vlad ma'alia yaldan. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, une femme qui a marché sur un pont, au-dessus du fleuve, et voilà qu'elle a avorté, elle a fait une fausse couche. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Eh bien, Mevi a korban, vene echal. Elle apporte un korban, et le Kohen peut manger le hatat. Ah bon? Comment ça se fait? Mais peut-être qu'il y avait un œuf clair, peut-être qu'il n'y avait que du vent dedans. Halech harov nashim, tu dois suivre la majorité des femmes. Verov nashim vlad ma'alia yaldan. Depuis quand les femmes elles font sortir une pochette vide qu'avec de l'air dedans? Un œuf clair, c'est très peu probable. On doit suivre la majorité des femmes. La majorité des femmes, elles accouchent d'un enfant. Alors même s'il y a eu une fausse couche, c'est une fausse couche, c'est un avorton, c'est un fœtus qui est mort. Mais ne me dis pas que c'est de l'air. Donc c'est soit un garçon, soit une fille. Mais via korban vene echal. Le Kohen, il peut manger le korban hatat, il n'y a pas de doute. Parce que c'est soit un garçon, soit une fille. Mais c'est une femme accouchée. C'est pas de l'air. La Gemara s'étonne. Comment Rabbi Yoshua ben Levi peut contredire la Mishnah? Pourtant, la Mishnah nous dit Nan, en yadoua im valadaya, teshev la zachar vela nekeva vela nida. Amay teshev la nida, lima halecha harov nashim, verov nashim vlad ma'al yaldan. La Mishnah nous a donné 3 hypothèses. Soit un garçon, soit une fille, soit ni garçon ni fille, c'est de l'air. Et donc, Madin, Nida. Si tu dis Nida, ça veut dire qu'elle n'est pas Yoledet. Si elle n'est pas Yoledet, alors comment tu peux me dire que le korban est mangé par le Kohen? Réponse. Matnitin beshel urzeka ubara. Echikama Rabbi Yoshua ben Levi urzeka ubara. La réponse est la suivante. C'est que la Mishnah parle du cas où la femme, on n'était pas sûr qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'elle était encore avant les 3 mois de grossesse. On n'avait même pas la certitude qu'elle était enceinte. Puisqu'on n'avait pas la certitude qu'elle était enceinte, elle a perdu quelque chose. Alors peut-être que c'est un fœtus, peut-être que c'est rien. C'est un caillot de sang qu'elle a perdu. Et donc, elle n'était même pas enceinte d'un bébé, d'un vrai fœtus. Puisque l'Urzeka Ubara, on ne savait pas encore qu'elle était Merouberet. Alors tu ne peux pas dire, le rove des femmes enceintes accouche d'un bébé. Même s'il y a une fausse couche, c'est un fœtus. D'accord, mais tu me parles d'une femme enceinte. Mais celle-là, d'où tu sais qu'elle était enceinte? C'était encore avant les 3 mois, avant que Nikara Ubar. Tu n'es même pas sûr qu'elle était enceinte. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit on peut manger le korban parce qu'on est sûr que ce qu'elle a fait tomber sur le pont d'Avignon, ce qu'elle a perdu dans le fleuve, c'était forcément un bébé, parce que la majorité des femmes enceintes accouchent d'un bébé et pas d'un œuf clair. C'est parce qu'on était sûr qu'elle était enceinte. Elle avait déjà 3 mois de grossesse avec le gros ventre. Alors, puisqu'on était sûr qu'elle était enceinte, on a une majorité de femmes enceintes qui accouchent d'un fœtus et pas de l'air. Mais dans le cas de la Mishnah où on a dit que peut-être c'était Zahar, peut-être Nekeva, mais peut-être rien, ni Zahar ni Nekeva, et c'est Nida. Parce qu'on parle d'une femme dont on ne savait même pas qu'elle était enceinte. L'Urzeka Merouberet. C'était avant les 3 mois. On n'a pas encore vu le ventre. On va terminer avec ça. Tashma,
בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקנית, הבא חרב בכור מספק, ואמי, עליך חרוב בהמות, ורוב בהמות, ולד מעליה ילדן, והי פשוט הוא. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question, elle dit, comment Rabbi Yoshua ben Levi peut dire qu'on est sûr que si elle a fait une fausse couche et qu'elle était enceinte, donc une femme enceinte, la majorité des femmes enceintes ont un bébé. Elles n'ont pas de l'air dans le ventre, elles ont un bébé. Donc c'est Uzachar ou Nekeva. Et le Kohen peut manger le Korban Hatat, le Korban Yoled. Pourtant, nous avons une halakha à propos du Bechor d'une Behema. Une Behema qui était enceinte. Elle est partie pleine, elle est revenue vide. Ça veut dire qu'elle a mis bas quelque part. Elle a donné naissance à un petit veau, à une petite brebis. D'accord? Alors, elle est partie, elle est revenue. Maintenant, elle est retombée enceinte. Le deuxième, qu'est-ce qu'il est? Les Bechor ou pas? Écoutez ça. Behema shiatsa melea ou ba'a rekanit. Elle est partie pleine, elle est revenue vide. Ça veut dire qu'elle était enceinte et maintenant elle revient, il n'y a rien dans le ventre. Haba harav bechor mitzafek. Le bébé qu'elle va avoir la prochaine fois, c'est un safek bechor. Safek bechor. Pourquoi safek bechor les tzadikim? Aidez-moi. Parce que le premier, peut-être déjà, entier, était un Bechor. Non. Et pourquoi alors on dirait que le deuxième serait Bechor? Si elle a déjà eu un Bechor, pourquoi le deuxième ça fait que Bechor? Ça fait, on ne sait pas. Mais pourquoi ça fait? On ne sait pas ce qu'elle a perdu. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que ça peut être? Une poche blanche. Un garçon, une fille. Bravo! Non! Pas un garçon ou fille, parce que même si c'est une fille, la fille aussi elle est potère et reine. Un œuf blanc, transparent. Bravo! Peut-être un œuf clair. C'est-à-dire peut-être qu'elle avait une pochette pleine d'air. Elle était comme ça, pochette pleine d'air. Mais c'est pas le rose. C'est pas le roi, à nouveau. Oh! Alors la question de la Gemara, c'est pas le rov. Le rov des behemoths qui sont enceintes, c'est pas de l'air qu'elles ont dans le ventre, c'est un bébé. Alors comment ça se fait que la Braïta, donc la Mishnah, pas Mishnah, Braïta, la Braïta ait dit une chose pareille, que le deuxième il est Bechor Misafek, mais il n'y a pas de Safek. C'est sûr que le deuxième n'est pas Bechor. Pourquoi c'est sûr que le deuxième n'est pas Bechor? Puisque le rov des behemoths pleines, elles ne sont pas pleines d'air, elles sont pleines d'un bébé, d'un fœtus, et d'un veau, d'une brebis. Donc, si je vais d'après la majorité, le deuxième, c'est pas Bechor Misafek, c'est Vadaï Pachout. Il y a Bechor et Pachout. Bechor, c'est l'aîné, Pachout, c'est pas l'aîné. C'est sûr que c'est un Pachout, c'est sûr que c'est pas un Bechor. Mais putain, tu me dis peut-être Bechor. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans un Safek? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il vient voir et dit, Monsieur Israël, donnez-moi le Bechor. Et il lui dit, celui-là c'est un Safek. T'as une preuve? T'as pas de preuve. Tu sais quoi? Hamotzi mechavero ala braya. Maintenant, le problème c'est que lui il peut pas manger un Bechor. Safek Bechor. Assour, Safek l'aurait la Humra. Il envoie au pâturage. Une fois qu'il a un mou, le Bechor n'est plus sacrifiable. Donc vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de sacrifice. Vis-à-vis du Kohen, le Kohen il dit donne-moi. Il lui dit mais Hamotzi mechavero ala braya. Tu veux me soutirer de l'argent, t'as une preuve? T'as aucune preuve qu'il est Bechor. Donc il garde. Alors maintenant les frères et les amis. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout cela? Mais c'est sûr que c'est pas un Bechor puisque d'après Rabbi Yoshua ben Levi, le rov des femmes ou le rov des behemoths qui sont enceintes, elles donnent naissance à un vrai fœtus et pas de l'air. Amaravina, Mishum de Kalemema, rov behemoth yoldod davara poter meprova. La réponse, parce que on a un premier rov behemoth yoldod davara poter meprova. ומיעוטן יולדות דבר שאינו פוטר מבכורה וכל היולדות מטנפות הואיל וזו לא תנפה התרעלה רובה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle, c'est que les bêtes, c'est pas comme des femmes. Les bêtes, elles ont un tinouf. Avant de donner naissance à un petit, un jour avant, elles ont un tinouf. C'est quoi tinouf? C'est que la Behema d'Aka, la brebis qui est enceinte et tout ça, elles perdent un gros caillot
de sang, elles perdent tout un bouchon muqueux, mais qui est plein de sang et de glu. Tout cela, elles le perdent un jour avant de donner naissance au petit. Alors on dit cela, puisque un jour avant de partir, elle n'a pas eu ça, elle était là. Yatsa melea v'chazra rekanit. D'accord? Yatsa melea v'chazra rekanit. Mais un jour avant cette naissance, elle devait perdre le bouchon muqueux. Je m'explique. Elle était là chez nous pendant les 24 heures. D'accord? Elle est partie 1 heure et elle est revenue. Elle est partie une demi-heure, elle est revenue. Elle est partie pleine, elle est revenue vide. Je ne sais pas où se trouve le petit. Ou peut-être la poche pleine d'air. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que normalement, ces dernières 24 heures avant la naissance du petit, elle devait faire tinouf. Elle n'a pas fait tinouf. Donc, on a une preuve que ce qu'elle a perdu, c'est pas un fœtus, c'est une poche pleine d'air. Alors la Gemara pose la question, elle dit dans ce cas-là, pourquoi tu dis ça fait que Bechor? C'est Vadaï Bechor, Ikidvarecha. Kol yoldot metanefot, ha midelotinfa, Bechor ma'aliyahu. Puisque les dernières 24 heures, avant de mettre bas, elle n'a pas fait tinouf, elle n'a pas perdu de bouchon, sous-entendu que ce qu'elle avait, c'était pas du tout un fœtus, c'était de l'air. C'était un œuf clair. Et donc il n'y a plus de safek. C'est sûr que celui qui va naître après, c'est un vrai Bechor, puisque le premier c'était de l'air. Elle a pu mettre bas avant. Comment? Elle a pu mettre bas un petit peu avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il n'y a pas eu cette poche qui est sortie, c'est qu'elle a eu un avortement avant. Elle n'a pas accompli le... Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est partie pleine, elle est revenue vide. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a perdu. Peut-être un fœtus, peut-être une poche pleine d'air. Quelle est la raison pour laquelle je ne dis pas, mais la majorité des bêtes, elles ne sont pas enceintes d'air, elles sont enceintes d'un fœtus? Pourquoi je ne vais pas d'après la majorité? Réponse, c'est parce que nous avons aussi un raisonnement contraire à la majorité. C'est quoi? C'est que normalement, une bête qui donne naissance, eh bien, dans les 24 heures qui précèdent la naissance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La perte d'une muqueuse, du bouchon muqueux. J'ai trouvé 3 jours avant la naissance. Non, on parle du cas, évidemment. On parle du cas où les dernières 24 heures avant, elle était là, bien sûr. Une seconde. Ikola yoldot metan fot, la Gemara dit, dans ce cas-là, il n'y a même plus de doute, puisque tu as la certitude que toute bête qui met bas, elle doit avoir obligatoirement, dans les 24 heures qui précèdent, la perte du bouchon muqueux. Alors dans ce cas-là, celle-là, puisqu'il n'y a pas eu de perte de bouchon muqueux dans les 24 heures qui précédaient la sortie et le retour, eh bien c'est sûr qu'elle n'a pas donné naissance à un fœtus, puisqu'il n'y avait pas de bouchon muqueux. Donc c'était forcément de l'air. Si c'était forcément de l'air, alors on n'aurait pas dû dire dans la Braïta que celui qui va naître après, c'est un Safek Bechor. C'est sûr que c'est un Bechor, puisqu'il vient après de l'air, il ne vient pas après un fœtus. La réponse est là, Ima Rov Yoldot Metanfot, Vezo Ho'il Velotinfa Itra Laruba. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas la certitude. Excusez-moi. Pas toutes les bêtes qui mettent bas ont forcément une perte d'un bouchon muqueux dans les 24 heures qui précèdent. Pas toutes. C'est le rov. Alors on dit comme ça. Le rov, elles ont un bouchon muqueux dans les 24 heures qui précèdent. Mais on a aussi le rov qui sont enceintes de quoi? D'un vrai fœtus. Alors on a un rov contre un rov. Rov contre rov, ça fait Shomrim, c'est trop beau. Après ça, il faut danser. Hein. C'est un chidouche qui est trop beau. Écoutez le Safek Bechor d'où il est né. Il est né d'un rov contre rov. On a d'une part le rov de Rabbi Yoshua ben Levi qui dit une femme enceinte ou une vache enceinte, une bête enceinte,
forcément, pas forcément, majoritairement, elle donne naissance à un fœtus et pas à de l'air. Si on va d'après ce Rov, donc celui qui vient après, c'est sûr que il n'est pas Bechor. Alors pourquoi tu as dit ça fait? Il dit parce qu'il y a un Rov contre ce Rov. C'est quoi le Rov? Le Rov des Behemoth qui mettent bas, elles ont un tinouf dans les 24 heures qui précèdent. Puisque celle-là n'a pas eu de tinouf, alors ça laisse penser que peut-être, ce à quoi elle a donné naissance, peut-être c'était de l'air. Peut-être, mais pas sûr. Parce qu'il existe parfois des naissances de petits fœtus, et pourtant dans les 24 heures qui précédaient, il y avait 0 perte de bouchon muqueux. Ça existe, mais c'est une minorité. Mais dans la majorité des cas, il y a la perte du bouchon muqueux qui précède la mise bas du fœtus de la bête, en général. Donc maintenant, s'il n'a pas eu cette perte de bouchon muqueux, alors qu'est-ce que je dis? Selon la majorité, c'était un œuf clair. Selon la majorité, c'était un œuf clair. Mais d'autre part, on a une majorité que une vache enceinte, quand elle est enceinte, elle n'est pas enceinte d'un œuf clair, elle est enceinte de quoi? D'un vrai fœtus. Alors on a majorité contre majorité. La majorité de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que certainement elle a donné naissance à un petit. Un vrai petit, pas de l'air. Mais la majorité aussi qui nous dit que toute naissance de bête est précédée dans les 24 heures d'une perte d'un bouchon muqueux, puisque celle-là ne l'a pas eu. Donc cette majorité me laisse croire que c'est un œuf clair. Alors j'ai majorité contre majorité. C'est pour ça que j'ai un safek. C'est trop beau.